Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer nos journées d'études. J'aimerais tout d'abord remercier tous les présents qui sont là aujourd'hui pour ce colloque de la CNRR. J'aimerais remercier Monsieur le maire, Monsieur Arnaud qui est là, Robinet qui est là, et qui est à la fois président de la Fédération hospitalière de France et président du Grand Reims. J'aimerais remercier le professeur Clément qui est là et qui nous fait l'honneur en fait d'ouverture de ces journées et qui nous a bien gentiment accueillis à l'URCA. J'aimerais également remercier le professeur Bruno, qui est le doyen de la faculté de droit et qui nous reçoit dans ses locaux, dans le pôle sciences humaines et sociales, ainsi que le professeur Lorimier, qui est ma doyenne, donc de l'UFR odontologie de Reims. Donc nous allons commencer. Je vous présente également mes collègues, le professeur Karcher et le professeur Audibert. Donc le professeur Karcher qui est du site alsacien et le professeur Audibert qui est du site lorrain. Donc je vous souhaite à tous de bonnes études, une étude riche pour ces quelques journées. Et puis on va laisser la parole à Monsieur le maire. Merci. Monsieur le président de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, monsieur le doyen de l'UFR droit, madame la doyenne de l'UFR de médecine et madame la doyenne de l'UFR d'odontologie, chère Sandrine, je salue Badia Allard, adjointe au maire en charge du handicap. Je vous salue tous et tous, chers professionnels de santé, chers acteurs du médico-social, chers participants. Alors mon premier mot, bien évidemment, sera de vous souhaiter la bienvenue à Reims. Et c'est un grand plaisir, et je veux le dire aussi avec beaucoup de fierté, d'accueillir aujourd'hui dans notre ville, dans notre université, ce colloque consacré à l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. Fierté d'abord parce que ce thème touche à l'essentiel, à la dignité, à la justice, à l'humanité de notre système de santé. Fierté aussi parce qu'il réunit ici des chercheurs, des soignants, des associations, des institutions et des citoyens qui, chacun à leur place, œuvrent chaque jour pour que la solidarité et l'inclusion ne soient pas de simples principes ou simples mots, mais une réalité. Et en constituant dans chaque région une ressource précieuse pour les professionnels de santé, les personnes concernées, mais aussi le grand public. Les espaces de réflexion éthique régionaux contribuent donc très concrètement à cet objectif. Alors je veux remercier très chaleureusement les espaces de réflexion éthique régionaux d'avoir choisi la Cité des Sacres pour accueillir ces travaux, et votre présence honore notre territoire et illustre la place que la ville occupe dans le paysage de la santé et de la réflexion éthique au carrefour de la science, du soin et des politiques de santé sur notre territoire. L'accès aux soins des personnes en situation de handicap reste un véritable défi collectif. 20 ans après la loi du 11 février 2005, nous savons que des progrès considérables ont été accomplis, mais aussi que des inégalités persistent. Trop de personnes rencontrent encore des obstacles pour accéder à des soins adaptés, faute d'accessibilité, de coordination ou de compréhension de leurs besoins spécifiques. Et ces difficultés rappellent que la santé ne se résume pas à des actes médicaux, mais qu'elle repose avant tout sur un regard, une écoute, en somme une relation humaine. La démarche éthique qui invite finalement à ne pas réfléchir tout seul pour trouver la solution la plus juste face à une situation complexe, paraît en cela indissociable de toute réflexion sur l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. Et Reims, cette ville d'histoire et de résilience, est profondément attachée à ces valeurs. Ici, les acteurs du soin, de la recherche et du médico-social travaillent ensemble pour construire des parcours de santé plus justes et plus ouverts. Le CHU de Reims, l'Université de Reims-Champagne-Ardenne et tout le tissu associatif local
sont des exemples concrets de cette volonté d'inclusion et d'innovation. Par exemple, l'UFR de médecine a été la première en 2017 à inscrire dans le cursus des étudiants de deuxième année de médecine un stage d'1 semaine de sensibilisation au handicap et de découverte de la différence. Et en tant qu'élu local, mais aussi comme président de la Fédération hospitalière de France, je veux redire combien ces sujets me tiennent à cœur. L'accès aux soins, ou plutôt l'accès à la santé des personnes en situation de handicap, reste un défi permanent pour le secteur public hospitalier, mais également pour l'ensemble de notre système de santé. Et la FHF est engagée de longue date sur ce sujet essentiel à travers son soutien aux initiatives de l'association Handidactique, qui joue un rôle clé dans l'amélioration de l'accès à la santé des personnes en situation de handicap. Signataire de la charte Romain Jacob depuis son élaboration en 2014, la FHF assure sa promotion auprès des établissements publics de santé. Elle constitue un guide éthique pour garantir un accès équitable aux soins, en s'appuyant sur des principes tels que la sensibilisation des professionnels, l'amélioration de l'accueil et la coordination entre les différents acteurs du secteur. Et cette charte est soutenue aujourd'hui par plus de 7000 acteurs issus des différents secteurs et par la mise en place de comités départementaux. Les hôpitaux et les établissements médico-sociaux publics sont également porteurs de nombreux dispositifs et initiatives qui contribuent au quotidien à faciliter et améliorer l'accès à des soins adaptés. Et je veux évoquer aujourd'hui quelques avancées précises qui marquent l'engagement du secteur hospitalier. Tout d'abord, le déploiement des référents parcours handicap en établissement de santé, et ce depuis près de 3 ans. Autre avancée, le déploiement des consultations dédiées aux personnes en situation de handicap, consultations généralistes ou spécialisées, qui sont très majoritairement développées au sein des établissements publics de santé. Alors pour autant, il reste beaucoup de progrès à réaliser collectivement pour rendre concret et effective l'inclusion dans le droit commun. Parce que nous ne pouvons pas nier les difficultés qui existent aujourd'hui, difficultés rencontrées par nos établissements de santé, les structures médico-sociales publiques. Ces difficultés, elles sont réelles et elles sont aussi croissantes. Parfois, elles relèvent d'un décalage qui existe entre les ambitions affichées et les moyens dont les établissements peuvent disposer, aussi bien sur le plan des ressources humaines, des moyens juridiques, des moyens administratifs et bien évidemment financiers. Mais en tout cas, des leviers existent. Et je crois que ces leviers doivent nous permettre d'améliorer l'accès à la prévention et aux soins, sensibilisation et formation des professionnels, échange de pratiques et diffusion d'initiatives, ajustement et décloisonnement des modes de financement, renforcement de la coopération entre les partenaires de santé et bien au-delà. Alors bien évidemment, ces aspects techniques et organisationnels évoqués précédemment, je souhaite que vos journées que vous allez consacrer à la dimension éthique de l'accès aux soins des personnes en situation de handicap soient l'occasion de nourrir votre réflexion, mais bien évidemment celle des pouvoirs publics. Et à ce titre, vous pouvez compter sur l'engagement de la collectivité Ville de Reims, mais également l'implication et l'engagement de la Fédération hospitalière de France à relayer vos travaux auprès des décideurs nationaux que nous pouvons côtoyer. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques messages que je souhaitais partager avec vous. Et je vous souhaite de très bonnes journées de réflexion dans notre belle ville de Reims. Mais merci à vous toutes et tous pour votre engagement. Merci beaucoup, monsieur le maire. Donc, nous allons écouter le petit mot du président de l'URCA. Je vous remercie, monsieur le professeur. Merci beaucoup. Et donc, avant de vous souhaiter de vous dire quelques mots de bienvenue, je voudrais saluer monsieur le maire de Reims, président du Grand Reims et président de la Fédération hospitalière de France, monsieur Robinet, à ma droite. Mesdames et messieurs les vice-présidentes et vice-présidents de l'URCA, mesdames les directrices en santé et en odontologie, et monsieur le directeur de l'UFR Droit et Sciences Politiques, mesdames et messieurs aux titres et qualités, chers étudiants, chères étudiantes, c'est avec une conscience aiguë des enjeux éthiques liés à l'accès aux soins des personnes en situation de handicap
que l'URCA vous accueille aujourd'hui pour ce colloque national des espaces de réflexion éthique et régionaux. Je tiens dans un premier temps à remercier sincèrement toutes les personnes en situation de handicap, ainsi que leurs proches présents aujourd'hui qui interviendront et partageront leur expérience. Votre participation est au cœur de ce colloque, car c'est avec vous et de vous que nous devons apprendre. Je souhaiterais également saluer le travail admirable de l'équipe du site d'appui Champagne-Ardenne de l'EREJ pour l'organisation millimétrée de cet événement. Votre engagement et votre professionnalisme permettent à cette réflexion collective d'exister. Nous avons 255 personnes inscrites sur ce colloque. C'est donc d'ores et déjà un succès et bravo pour ce premier résultat. 20 ans après la loi du 11 février 2005, nous sommes toutes et tous réunis pour poser une question aussi simple qu'essentielle. Nos sociétés accueillent-elles réellement la vulnérabilité humaine ? Cette interrogation ne relève pas seulement du droit ou de la médecine, elle touche au cœur même de notre projet de société et de notre conception de l'humain. Permettez-moi de vous faire part de plusieurs observations en 3 temps. La première concerne le constat d'un écart persistant entre principe et réalité. Les textes existent. La loi de 2005, la Convention de l'ONU en 2006, que la France a ratifiée, la loi de 2002 sur les droits des malades, tous affirment le droit fondamental à l'accès aux soins pour les personnes en situation de handicap. Pourtant, dans les faits, les retards de prise en charge et les pertes de chance demeurent une réalité quotidienne pour des millions de citoyennes et de citoyens. Cet écart entre les principes affirmés et le vécu de tous les jours interpelle. Il interroge notre responsabilité partagée, celle des institutions de santé, celle des universités, celle de chacune et chacun d'entre nous. Le deuxième point, le défi, un changement de paradigme. L'enjeu fondamental de ce colloque est celui d'un changement de perspective. Il ne s'agit plus de considérer, cela est encore trop souvent le cas, les personnes en situation de handicap comme des objets de soins à prendre en charge, mais comme des sujets de droit à prendre en soin. Cette évolution du regard n'est pas qu'une question de tournure lexicale. Elle implique de repenser nos espaces de soins, d'enseignement, de former différemment nos professionnels et surtout de transformer nos perceptions et la manière dont notre société considère les personnes en situation de handicap. La vulnérabilité n'est certainement pas un déficit individuel, elle est le révélateur de nos insuffisances collectives. Troisième point, notre responsabilité en tant qu'université. Eh bien, en tant qu'université, nous endossons une triple responsabilité. D'abord, la formation. L'ensemble de nos étudiantes et étudiants doivent être sensibilisés à ces enjeux. Aussi, je me réjouis que bon nombre de nos enseignantes et enseignants, étudiantes et étudiants de l'URCA participent activement à ce colloque. Ensuite, la recherche. L'université a vocation à constituer un lieu de production de connaissances rigoureuses sur ces questions, en croisant diverses approches juridiques, médicales, philosophiques et sociologiques. Nous avons plusieurs unités de recherche dans notre université qui consacrent peu ou prou leurs activités à ces différentes questions. Enfin, l'exemplarité, notre établissement aspire chaque jour à être un peu plus un modèle d'inclusion et la politique du handicap représente un axe majeur de notre politique sociale. Nous disposons ainsi d'un schéma directeur pluriannuel du handicap, véritable plan d'action transversal dédié à l'ensemble de la communauté universitaire. Plus concrètement, il vise à améliorer l'accessibilité aux différents campus et services et à proposer divers aménagements pour s'adapter aux caractéristiques des multiples expressions du handicap. Je salue ici le travail accompli par nos référentes et référents handicap et notre mission handicap consacrée à l'accueil, au soutien et à l'accompagnement des étudiantes et des étudiants handicapés dans leurs études. Permettez-moi de faire un clin d'œil particulier à Olivier Debarge pour cette mission qu'il remplit avec tous les dévouements qu'on sait. Vous l'aurez compris, c'est donc tout un continuum d'actions que nous mettons progressivement en place. Le mois dernier, une nouvelle étape significative a encore été franchie avec l'intégration de l'Université de Reims au réseau Atypi Friendly pour une meilleure inclusion des personnes présentant un trouble du neurodéveloppement. Ces 2 jours seront certes riches en échanges théoriques, mais aussi et surtout en témoignages concrets des initiatives locales remarquables menées par les espaces de réflexion éthique sur le territoire champardonnais, au sein de la région Grand Est et dans toute la France vous seront également présentées. Toutes ces initiatives démontrent qu'il est possible d'agir de manière coordonnée, ici et maintenant, pour réduire l'écart entre principe et réalité, garantir l'égalité des chances et permettre à tout un chacun, quel que soit son parcours, sa singularité, de pouvoir s'épanouir et réussir. La vulnérabilité n'est pas l'exception, elle est notre condition partagée, ce qui nous unit toutes et tous. C'est pourquoi elle devrait constituer un rappel de notre commune humanité plutôt qu'un motif d'exclusion.
C'est dans cet esprit que je vous invite à aborder les 2 prochaines journées avec exigence intellectuelle, mais aussi avec cette conviction profonde que nous œuvrons ensemble à bâtir une société meilleure, authentiquement partagée et inclusive. Je vous souhaite à toutes et tous un excellent colloque, riche et inspirant, et vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On va passer à Monsieur le doyen de l'UFR de droit. Merci. Monsieur le maire, Monsieur le président de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, Madame la doyenne de la faculté d'odontologie, Madame la directrice, Messieurs les directeurs des espaces de réflexion éthique régionaux, les REG, Mesdames et Messieurs les intervenantes et intervenants, chers et chers collègues, chères participantes, chers participants. C'est un plaisir d'accueillir sur le campus Croix-Rouge le colloque annuel de l'EREG et je tiens à remercier ma collègue Madame Moussa Badran de me permettre de prononcer ces quelques mots d'ouverture. Je m'étais demandé dans un premier temps quelle était la légitimité du doyen de la faculté de droit et de sciences politiques d'intervenir au titre de ces quelques mots, mais les doutes ont été vite levés quand j'ai pu constater la thématique abordée ainsi que le programme. L'accès aux soins de la personne en situation de handicap et l'éthique dans tout cela. La question est éminemment juridique dans la mesure où différents textes nationaux, différents textes internationaux essaient d'assurer cet accès aux soins. Mais comme souvent, malheureusement, l'on constate qu'il y a une différence entre les textes et l'application qui en est faite. Alors parfois, c'est parce que ces textes ne sont pas appliqués, ne sont pas respectés, mais beaucoup plus souvent, et c'est là la principale difficulté, c'est qu'il est très difficile de les mettre en œuvre sur le terrain. Cette question sera largement abordée tout au long de ces plusieurs jours de colloque, certes par des juristes, et là je comprends mieux ma place, mais surtout dans une approche pluridisciplinaire qui promet de riches échanges. À titre personnel, je suis convaincu que la pluridisciplinarité, si ce n'est plus, est nécessaire pour appréhender au mieux de telles problématiques. Questionner l'être humain, c'est adopter une approche juridique, mais c'est également adopter une approche psychologique, philosophique, sociologique, médicale, pour ne s'en tenir qu'à ces disciplines. Ce travail en commun s'impose pour porter ses fruits. Je ne peux donc que remercier les organisatrices et organisateurs de ce colloque pour la tenue de cet événement. Au-delà du travail colossal que cela représente, il est ici question de traiter d'un vrai mal qui touche notre société. Nul doute que des pistes de réflexion, et j'espère même des pistes de solutions, émergeront des discussions qui vont se tenir entre chacune et chacun d'entre nous. Je vous souhaite donc un très bon colloque et vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le doyen. Donc, nous allons écouter notre doyenne de l'UFR d'odontologie, que je remercie vivement d'être là. Merci, Sarah. Monsieur le maire, Monsieur le président de Grand-Reims, Monsieur le président de l'université, Monsieur le directeur de l'UFR de droit et sciences politiques, Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers participants. En effet, c'est avec un immense honneur que nous vous accueillons aujourd'hui sur le site rémois, en effet, pour ce colloque régional des espaces de réflexion éthique régionaux organisé par les REG Champagne-Ardenne. Mais permettez-moi d'ajouter une note toute personnelle à cette introduction, car en effet, ce moment est aussi une première symbolique et historique pour les REG et pour notre UFR d'odontologie. C'est la première fois, en effet, qu'une femme, chirurgien-dentiste, accède à la direction d'un espace de réflexion éthique, ici, au cœur de notre région champardonnaise. Il s'agit de Madame le docteur Sarah Badran, maître de conférences et praticien hospitalier en santé publique au sein de notre UFR et responsable d'ailleurs avec son équipe de la prise en charge des soins handicap du pôle de médecine bucco-dentaire du CHU de Reims et donc organisatrice également de ce colloque. Cette nomination illustre donc la diversité des approches et la richesse des regards qui nourrissent aujourd'hui la réflexion éthique. L'éthique de soins ne se pense pas d'un seul point de vue, elle s'enrichit de la transversalité des disciplines, de l'écoute et du dialogue entre celles et ceux qui soignent, enseignent, accompagnent et réfléchissent sur le sens même de prendre soin. Cette année, ce colloque se place dans une perspective à la fois anthropologique, spatiale et sanitaire, en posant une question essentielle. Comment nos sociétés accueillent-elles réellement la vulnérabilité humaine ? En effet, comme il l'a été dit précédemment, 20 ans après la loi du 11 février 2005,
qui a élargi la définition du handicap pour en faire un enjeu citoyen et sociétal, un constat s'impose. Malgré les principes affirmés, un écart persiste entre la loi et la réalité. Les personnes en situation de handicap continuent de rencontrer en effet des freins multiples, des renoncements aux soins, des retards de prise en charge, autant de pertes de chance qui interrogent notre système et nos consciences. Mais là encore, permettez-moi de le signaler avec fierté. Notre profession de chirurgien-dentiste n'a pas attendu les textes pour s'engager. Dès 1982, nous avons été la première profession de santé à créer un réseau de soins pour faciliter l'accès des personnes en situation de handicap avec la création du réseau SODEV. Depuis 2012, chaque conseil départemental de l'ordre dispose d'un référent handicap, garant d'une écoute et d'un accompagnement adapté à chaque territoire. Cette dynamique inscrite dans la durée témoigne d'une volonté collective forte, celle de promouvoir un accès équitable et respectueux à la santé orale. L'accès aux soins est avant tout une question de justice et de solidarité. Rendre le soin possible pour chacun sans distinction. À Reims, cette éthique de l'action s'incarne d'ailleurs depuis plus de 20 ans. En effet, le pôle de médecine bucco-dentaire du CHU s'est investi depuis 2003 en créant 4 vacations hebdomadaires dédiées aux soins spécifiques, sous l'impulsion d'ailleurs du docteur Saad Badran et de son équipe, avec en complément un accès à un bloc opératoire sur demande. Sur le plan universitaire, depuis 2012, cette dynamique s'est amplifiée dans la formation initiale de nos étudiants, par l'intégration du service sanitaire, notamment en 3e année, autour de la prévention primaire, par un semestre obligatoire de formation pour les internes en médecine bucco-dentaire, par exemple. Ces dispositifs préparent nos étudiants à une pratique empreinte d'éthique, de respect et d'adaptabilité, autrement dit, à soigner de façon ordinaire des personnes extraordinaires. Parce que soigner ne se résume pas à un acte technique, nos étudiants aussi en odontologie sont initiés également au principe de la bioéthique. Le respect de l'autonomie, du consentement, de la justice, de l'équité et une attention particulière portée aux populations vulnérables. Ces enseignements forment des soignants conscients que l'éthique n'est pas un supplément d'âme, mais une dimension constitutive du soin. Ils apprennent à passer d'une vision où la personne en situation de handicap est perçue comme un objet de soin à prendre en charge, à une reconnaissance pleine et entière de son état, de son statut de sujet de droit à prendre en soin. Aussi, cela suppose de repenser nos espaces et nos temps de soins, de promouvoir l'autodétermination en santé et de considérer la vulnérabilité non pas comme une faiblesse, mais comme une part universelle de notre humanité partagée. À travers les regards croisés de chercheurs, de soignants, d'usagers, d'institutions et d'associations, ce colloque sera un lieu de réflexion et de transformation, fidèle à la mission première de l'EREJ, humaniser nos pratiques et penser le soin comme un acte éthique avant tout. Pour conclure, permettez-moi encore de citer Emerson, « Traitez un être humain tel qu'il est, et il restera ce qu'il est. Traitez-le tel qu'il peut et doit être, et il deviendra ce qu'il peut et doit être. » Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons à toutes et tous 2 journées denses, riches et profondément humaines, à la hauteur des enjeux éthiques et citoyens qui vous rassemblent aujourd'hui. Je vous remercie pour votre présence. Merci beaucoup, Madame la doyenne. Je vais donc passer le micro à mes collègues d'Alsace et de Lorraine qui auront sans doute des choses à dire. Oui, bienvenue à toutes et tous, Monsieur le maire de Reims, Monsieur le président de l'université Reims-Champagne-Ardenne, Madame la doyenne de la faculté d'odontologie, Monsieur le doyen de la faculté de droit, chers participants, chers amis, c'est à un Alsacien qu'il revient de vous accueillir à Reims, ce qui est une particularité. L'EREJ, l'espace de réflexion éthique Grand Est, est une structure totalement tricéphale, puisqu'on est à importance égale, et puis le porte-voix, il passe de l'un à l'autre, et là il se trouve que c'est l'Alsace qui est actuellement le porte-voix. Mais il faut bien dire que ce colloque de la CNERR
qui est consacré à l'accès aux soins des personnes en situation de handicap, a été porté depuis longtemps par le site Chambardonnay, déjà par Alain Léon, qui était le précédent directeur du site Chambardonnay, et puis très naturellement par Sahar, qui, dans son engagement professionnel, porte tout à fait cette exigence d'un accès total et égal, équitable des personnes en situation de handicap aux soins. Donc je ne vais pas parler beaucoup plus, je vais quand même dire que cette préparation a été portée par le site Chambardonnay et tout particulièrement par Amandine Anne-Rochif et Rachel François qui sont au fond, et que déjà je remercie pour tout ce qu'elles ont fait pendant cette préparation de colloque, et bien sûr Sahar qui a totalement organisé tout ça. Je ne suis qu'un porte-voix. Eh bien, bonjour à tous. C'est la partie lorraine qui s'exprime de la tricéphalie de l'EREJ. Bienvenue et merci beaucoup de tous les mots des différents intervenants qui m'ont précédé. Bienvenue à tous dans ce colloque qui est un temps important, je pense, de notre fonctionnement. Tous les espaces de réflexion éthique régionaux travaillent beaucoup dans leur région pour la promotion de l'éthique. Et notre colloque national, c'est vraiment pour moi un temps d'échange, un temps de partage d'expériences. Et à côté du programme excellent que nous a concocté l'équipe de Reims, je pense qu'il faut profiter de ces instants pour partager des expériences, pour une action future au premier trimestre 2026 qui va beaucoup nous occuper. Et donc je pense que dans les couloirs de ce congrès, il y aura beaucoup d'échanges entre nous. Merci beaucoup à tous. Je remercie tous les intervenants qui sont passés, tous les gentils mots et le soutien. Et j'aimerais remercier, en fait, sans le soutien de l'URCA et du CHU, nous ne serions pas là aujourd'hui, parce que c'était très compliqué et ils nous ont accueillis vraiment à bras ouverts et ils nous ont facilité la tâche pour cette organisation. J'aimerais remercier Amandine et Rachel, voilà, qui sont réellement les actrices de ce colloque et qui ont tout fait. Donc merci beaucoup. Mais aussi la logistique de l'URCA. Alors, il n'est pas là, Monsieur Joubert, mais il nous regarde sans doute derrière la vitre. Merci beaucoup pour cette organisation, parce que ce n'était pas évident au départ. Donc, je vous souhaite à tous de très bonnes journées d'études, de réflexion, sur lesquelles on pourra aboutir à des actions réelles.